Vous êtes sur Média 1, c'est l'heure de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons nous questionner sur l'importance, sinon l'impact aujourd'hui des indépendances africaines, et pour avoir des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission avec mes invités, nous allons cette fois-ci plancher sur la philosophie en parlant de philosophie africaine. Pourquoi aujourd'hui cette notion ou cette discipline de philosophie africaine est méconnue du public, en l'occurrence de la jeunesse? Ils sont là sur ce plateau de Génération News, ils vont essayer de nous apporter des éléments de réponse. Et pour décortiquer avec moi ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir un habitué du plateau de Génération News. Il s'agit de Edwin. Edwin, tu es étudiant en droit, toujours évidemment un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. J'ai envie de dire bienvenue chez toi, tout simplement. Merci, plaisir renouvelé. Plaisir renouvelé également pour un autre habitué de ce plateau Génération News, Yvan. Vous êtes maître de cérémonie. C'est toujours un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Plaisir partagé, merci. Et nous allons accueillir un nouveau, il s'agit de Rodolphe. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci pour la considération. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous avez peut-être fait le constat, et je pense que c'est le cas parce que vous avez l'œil de l'observateur également, c'est qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le mois d'août, c'est un peu le mois des indépendances africaines, on a envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de pays qui célèbrent leur indépendance, en l'occurrence le Congo, encore le Gabon et d'autres pays, le Bénin, le Togo également, en ce qui concerne ce mois d'août. Mais avant d'entrer en profondeur, Yvan, peut-être revenir un petit peu sur la notion d'indépendance et qu'est-ce que ces indépendances africaines représente pour toi, en tant que jeune évidemment? Bon, déjà, la notion d'indépendance désigne ici la reprise totale du pouvoir de son territoire, donc du peuple sur son territoire. Donc aujourd'hui, ça ne peut que représenter déjà une valeur importante dans l'évolution de la jeunesse que nous sommes. Aujourd'hui, de savoir que nous, jeunes, demain, on aura la possibilité d'être totalement d'avoir totalement, je veux dire, le pouvoir sur notre territoire, de décider pleinement selon ce qu'on veut pour notre avenir. Donc aujourd'hui, l'indépendance de nos États est une très bonne chose et c'est pourquoi ça se célèbre et toute la jeunesse devrait logiquement se mettre à célébrer ce jour qui reste un jour assez marquant. Et évidemment un jour qui marque l'accession à l'indépendance de leurs pays respectifs. Rodolphe, il parlait tout à l'heure un petit peu de l'implication de la jeunesse en ce qui concerne évidemment ces indépendances. Selon toi, comment cette implication peut-elle se résumer en ce qui concerne évidemment cette jeunesse africaine? Alors, l'implication de la jeunesse en ce qui concerne l'indépendance des États africains devrait normalement se faire remarquer d'abord sur la prise de conscience des jeunes. Les jeunes devraient d'abord, dans un premier temps, prendre conscience et se dire qu'ils sont aujourd'hui là un facteur très important pour ces États-là qui prônent aujourd'hui le développement, la progression et ça passe essentiellement au travers de cette génération-là. Comme on dit, la jeunesse, elle est sacrée, tout évidemment, et cette jeunesse représente l'avenir de demain. Edwin, l'avenir de demain en ce qui concerne évidemment cette jeunesse, on parlait, pour reprendre les propos de notre ami Yvan, qui parlait de cette capacité à reprendre un petit peu le pouvoir en ce qui concerne évidemment l'indépendance de ces pays-là. D'aucuns disent qu'en fait, les pays africains ne sont pas totalement libres, ils ont juste atteint la liberté d'être libres. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, je suis totalement d'avis avec cette assertion. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que malheureusement, cette indépendance, c'est comme d'aucuns le disent, une indépendance du papier. D'accord. Malheureusement, beaucoup d'Africains, ou beaucoup de pays africains n'arrivent toujours pas à décoller, malgré le fait que celui qu'on appelle couramment le colon se soit retiré. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque réellement. On ne va pas aller loin. Il y a la situation actuelle qui nous renseigne encore là à ce niveau. La crise en Ukraine. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, les États africains se mettent à créer l'arrivée du blé, matière première utilisée pour la fabrication du pain et des autres produits dérivés, pendant qu'on est un sol assez riche?
ça prouve à suffisance qu'on est encore dans un état de dépendance. Ouais, et évidemment que, enfin, on parle d'indépendance, mais le cordon n'est pas totalement rompu. C'est un petit peu ça, Yvan, si on suit la logique de notre ami Edwin. Oui, c'est quasiment ça. Il faut dire que quand on parle d'indépendance, c'est arriver à vivre sans la dépendance des autres forcément, mais aujourd'hui on peut voir que tout ce qui se passe en Occident a un impact direct sur nous. Donc on voit qu'on dépend toujours de ces pays. On a l'impression de vivre toujours le grand frère et le petit frère. Alors le petit frère ne peut rien faire sans l'accord du grand frère, et quand le grand frère décide quelque chose, le petit frère directement ressent ce mal. Donc c'est un peu dans ce cadre que nous sommes. Je rejoins ce qu'il dit, c'est une indépendance dans les papiers, mais on ne l'a pas totalement. C'est vraiment ce que je peux dire. Est-ce qu'aujourd'hui on a peut-être, est-ce qu'on tend vers ça? Est-ce que de ce que vous regardez, parce que comme on l'a souligné, Rodolphe l'a souligné également, la jeunesse que nous représentons aujourd'hui sur ce plateau de Génération News, c'est l'avenir de demain tout simplement pour vos pays respectifs. Est-ce que vous avez au moins dans certains secteurs d'activité cette impression que on est en train petit à petit de couper justement le cordon? Oui, mais ça se voit. Aujourd'hui, il faut dire que la jeunesse devient de plus en plus responsable, je vais prendre le mot responsable, mais a une vision assez claire sur les États. Il faut dire que déjà la première chose, c'est de faire une analyse sur la situation du pays, et il faut dire que la jeunesse aujourd'hui voit les réalités du pays, voit les manquements. Donc aujourd'hui, elle se dit aujourd'hui qu'elle peut être cette jeunesse-là qui ramène des États africains vers l'idéal. Donc ça prouve déjà que la prise de conscience est là. Les jeunes africains se forment très bien, et on a des grands intellectuels aujourd'hui qui pensent et qui rappellent à l'ordre ces dirigeants-là, notamment sur beaucoup de choses qui ont été faites au préalable. Je crois que c'est déjà une bonne chose pour arriver à arriver certainement à, on va dire quoi, à cet état d'indépendance véritable. D'accord. Rodolphe, on parle évidemment d'une jeunesse consciente, une jeunesse peut-être soucieuse un petit peu de l'enjeu de leur pays en ce qui concerne évidemment cette indépendance. Est-ce que c'est un constat que tu as toi également fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur le continent qui attendent évidemment cette fête de l'indépendance avec beaucoup de patience, mais le problème c'est qu'en fait on a juste l'impression que c'est une journée festive pour ces jeunes, qu'il n'y a pas réellement une histoire à lier avec cette fête. On a l'impression que les jeunes viennent simplement s'amuser parce que c'est un moment festif, mais derrière, ils ne connaissent pas l'histoire. Comment aujourd'hui corriger ça? Est-ce que célébrer un événement aussi crucial sans histoire à raconter ou bien à léguer à cette jeunesse-là, est-ce qu'on n'est pas en train de fauter quelque part en ce qui concerne évidemment cette indépendance, cette liberté, j'ai envie de dire? Effectivement, dans une approche un peu plus objective, on peut se mettre d'accord et dire qu'effectivement nous sommes en train de fausser, sinon nos aînés sont en train de fausser parce qu'ils ne nous laissent pas, n'est-ce pas, les enjeux, les apports, l'importance même des indépendances. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont des jeunes qui aujourd'hui célèbrent cette fête-là comme étant une fête de naissance, une fête d'anniversaire, une fête de mariage, mais qui n'ont même pas l'importance même de cette fête d'indépendance. Alors que la fête de l'indépendance représente beaucoup plus de ce qu'on croit, représente beaucoup plus de ce qu'on pense. Parce que c'est une fête qui commémore aujourd'hui, on va dire, les conditions d'un État à avoir son autogouvernance. C'est-à-dire l'État aujourd'hui doit s'autogouverner, l'État aujourd'hui doit être en mesure de prendre les décisions en ce qui concerne la jeunesse, en ce qui concerne la population. Mais aujourd'hui, les jeunes ne se sentent pas concernés dans cette affaire parce que on célèbre les indépendances, mais on ne montre pas aux jeunes leur importance dans le processus. Des indépendances. Donc, il n'y a pas une réelle implication en fait de cette jeunesse-là, ou bien c'est simplement nos entre guillemets dirigeants, c'est-à-dire nos grands frères, ceux qui sont évidemment qui ont célébré ça avant nous, qui n'ont pas peut-être eu, on va dire, cette formule de legs, donc de léguer l'histoire à cette jeunesse-là. Oui, l'implication de la jeunesse, elle est présente. L'implication de la jeunesse, elle est présente, mais c'est une implication folklorique. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse s'implique sur la célébration des fêtes de l'indépendance, mais ils ne maîtrisent pas
l'importance même de cette célébration-là. C'est juste le côté festif. C'est juste le côté festif. On va s'amuser, on va voir du monde, on se limite à ça, mais derrière l'histoire, c'est pas important visiblement. Tout à fait. De ce qu'on voit. Tout à fait. Et comment corriger tout ça, Edwin, selon toi? Et pour corriger cela, il faut une réelle prise de conscience. Parce que comme Rodolphe l'a dit, ici on est plus dans du folklore, dans du festif, mais on oublie que derrière, il y a des enjeux. Ouais. Des enjeux très importants. Et ces enjeux-là, les acteurs qui pourront mettre, j'ai envie de dire, permettre de corriger cela, c'est cette jeunesse-là. Mais est-ce que cette jeunesse-là est suffisamment consciente? Ouais, mais est-ce que c'est uniquement la jeunesse? Prenons le rôle des médias, par exemple. Je pense que chacun a un petit peu... Oui, mais après on parle de jeunesse. Pourquoi? Parce que on estime que c'est l'avenir de demain. Et si on fait le point par rapport à la situation actuelle. D'accord. Donc, si on se projette dans l'avenir, c'est avec cette jeunesse-là. De toutes les façons, nos grands frères, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Pour certains, pour d'autres, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On sait plus ou moins comment ça fonctionne. Et donc, du coup, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est être conscient des enjeux, de l'avenir. Oui, on parle d'indépendance. Est-ce que nous le sommes vraiment? Oui, d'accord, on avance. Est-ce que nous le sommes vraiment? Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de cette indépendance-là? J'ai pris un exemple sur le blé aujourd'hui, mais on peut prendre plusieurs exemples. Ah, parce que sur la question du blé, aujourd'hui par exemple, beaucoup d'États africains ont compris que s'il fallait rompre cette indépendance-là, c'était commencé, tu l'as souligné déjà, par exploiter nos sols. Justement. D'où aujourd'hui on assiste à une farine de manioc ou... Voilà, on a vu, il y a des exemples, au Sénégal, le Cameroun. Ouais. Ça, il faut que tous les autres pays, j'y arrive, emboîtent le pas pour qu'on puisse y arriver. Tu vois un peu? Ouais. Je disais qu'on peut citer d'autres exemples. Si on va dans le domaine sanitaire, par exemple, on n'est pas sorti de l'auberge. On est encore très, très, très dépendant de nos frères. Et même sur le système éducatif aussi, je pense. Justement. Ouais. Donc, ça pose un problème. Comment est-ce que l'on veut vouloir atteindre cet idéal-là et on est encore malheureusement tenu par la ceinture? C'est quasi impossible. L'indépendance, en fait, Rodolphe dit comme ça peut sonner comme utopique, mais en fait c'est une réalité, mais une réalité qui a besoin de s'imprégner de certaines situations et d'impliquer tout le monde, y compris cette jeunesse, comme on l'a dit, qui représente l'avenir de demain, mais beaucoup plus une jeunesse consciente. Donc en fait on est loin de l'utopie, du côté utopique, on est beaucoup plus dans la réalité, mais une réalité consciente des enjeux. Oui, bon, effectivement, l'indépendance dit, comme le frère l'évoque tout à l'heure, semble être utopique. Mais en réalité, l'indépendance, elle est là, l'indépendance existe. Les États africains sont bel et bien indépendants, mais au regard des choses, la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse constate? La jeunesse constate que c'est une indépendance qui est essentiellement consacrée sur du papier, mais dans la pratique qui ne l'est pas. Parce qu'on constate que sur plusieurs plans, les États africains sont toujours, sinon demeurent toujours dépendants des anciennes colonies. On a sur le plan éducatif, qui concerne essentiellement la jeunesse, mais la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne à la jeunesse sur le plan éducatif? C'est la production toujours de l'Occident. Et là, la jeunesse aujourd'hui qui devrait s'imprégner de cette indépendance-là, qui devrait constater l'indépendance qui existe dans ces États africains, mais qui n'a même pas déjà l'histoire enseignée même des indépendances. Comment il y a eu l'acquisition des indépendances de ces États-là. Aujourd'hui, la jeunesse n'a vraiment pas un regard prépondérant, sinon un regard considérable sur cet aspect aussi important qu'est l'indépendance. Et là, c'est un peu le risque. On a l'impression qu'en fait, avec cette jeunesse africaine, c'est du genre, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Yvan, parce que d'aucuns disent qu'effectivement, on n'associe pas... D'ailleurs, Rodolphe a soulevé le problème, il a pointé du doigt ce problème-là, de fait d'associer, d'impliquer les jeunes dans les indépendances, dans le fait de tendre vers cet idéal-là. Mais on a l'impression que les choses se compliquent un petit peu, Yvan. Ok, d'accord, je vais un peu revenir, mais il faut voir que la jeunesse aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai cru entendre que la jeunesse est beaucoup plus dans le cadre festif, voilà. Bon, il faut comprendre comprendre que la jeunesse ne réagit que face à ce qu'on présente.
Il faut voir que nos grands frères déjà nous ont appris que le 17 août, après le défilé, c'est la fête. Yvan, quand tu disais tout à l'heure que nos aînés nous ont un petit peu donné une vision autre de la fête de l'indépendance, c'est-à-dire que, ok, après le côté festif, il n'y a pas une suite logique, que faudrait-il faire du coup? Est-ce que, après justement ce côté festif, est-ce qu'il faut organiser des colloques, je ne sais pas, quelque chose d'assez, un cérémonial plutôt assez intéressant mais éducatif, dans le sens où, bon voilà, il y aura en tout cas des rencontres, il y aura plein de choses, des informations à donner. Il faut les enseigner. Au-delà de mettre en place une journée, à l'école, on doit enseigner notamment la place du jeune dans cette indépendance-là. Aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas le rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans un État indépendant. Ouais. On doit enseigner ça à l'école, aux étudiants, aux élèves. Il y a des écoles où on parle de l'indépendance des pays africains, mais on ne part pas vraiment au fond. Après donner des dates, après dire qu'on a été indépendant, ça a été signé, mais on ne place pas la jeunesse dans cette indépendance-là. Aujourd'hui, en tant que jeune, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon apport dans ce pays? Beaucoup ne savent pas parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc cette jeunesse-là reste simplement sur ce qu'ils voient. Alors, le jour de l'indépendance, il y a le défilé. Après le défilé, on fait des photos et puis ça se limite là. Ça, c'est ce que le jeune a dans la tête de l'indépendance. Et puis, bon, pour lui, on a été indépendant et c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il faut rajouter derrière? Après, évidemment, toute cette phase défilé, photo, qu'est-ce qu'il faut rajouter derrière, selon toi? Bon, c'est une bonne chose de faire des défilés, c'est bien. Mais je pense que déjà, les médias doivent s'impliquer davantage, produire des éléments, des documentaires pour retracer tout ça. Tout ça. Mais aussi, je pense que les médias aussi doivent enseigner la jeunesse. Ce qu'on ne peut pas apprendre à l'école, on peut apprendre. Aujourd'hui, on peut créer des émissions, notamment à l'approche de ces dates-là, où on peut parler de la place de la jeunesse, par exemple. Peut-être donner même la parole à la jeunesse et montrer un peu ce que les jeunes avant eux ont fait, ce qui sont passés, et ça permet de créer une ligne directrice pour la jeunesse qui arrive. Edwin, une fête de l'indépendance avec un regard un peu perplexe de la jeunesse, j'ai envie de dire, au vu de tout ce qu'on est en train de dire un peu sur ce plateau-là, c'est une jeunesse absente de l'indépendance de leur pays, tout simplement. Bien sûr, je veux pas revenir sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, le constat, il est là. Après le défilé, c'est le côté festif, on mange, on boit. C'est pas forcément mauvais. Ça devient un moment de communion dans le pays en réalité. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est mettre l'accent sur l'enseignement. Donc il faut enseigner aux plus jeunes. Oui, on parle d'indépendance aujourd'hui, mais c'est parce que nous sommes partis d'un État à cet État-là dit des pays indépendants. Et donc, malheureusement, on se rend compte que cette indépendance n'est que de papier parce que nous dépendons encore de certaines nations, de nos amis. Je préfère les appeler ainsi. Parce qu'il y a quelque chose, je voulais revenir sur ça, je l'ai un peu omis en première partie, c'est que les gens ont tendance à penser que lorsqu'on parle d'indépendance ici des États, c'est vivre en autarcie. Non, c'est pas ça. C'est pas couper tout ce qu'on a comme lien avec les autres. Mais c'est plutôt avoir cette capacité d'autonomie dans des domaines bien spécifiques. Donc on a cité ici par exemple l'agriculture par le blé, la santé, l'éducation, la défense, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts, mais on doit quand même être autonome. Et ce n'est que lorsqu'on a des difficultés peut-être qu'on fera appel aux autres pour nous épauler. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. Rodolphe, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà un petit peu une notion bien précise de la fête de l'indépendance? Est-ce que papa ou maman ou la grande sœur avait déjà, au-delà de ce que tu apprenais à l'école, parce qu'à l'école, on avait, je crois que c'était la matière, c'était l'éducation civique, où on nous apprenait le civisme, voilà, où on nous apprenait un petit peu les couleurs, est-ce que les couleurs du drapeau de notre pays représentaient et tout le reste. Au-delà de ça, mais est-ce qu'à la maison, quand même, tu avais cette sensation de la part de papa ou de maman d'apporter encore un maximum d'informations
pour la symbolique de cette journée qu'elle représente pour ton pays? L'idée de l'indépendance que j'avais quand j'étais très jeune, c'était juste la fête. Ouais. C'était essentiellement la fête parce qu'il n'y avait pas des enseignements derrière. Si ce n'est pas après avoir acquis un âge de maturité que tu t'es déjà lancé dans des recherches pour approfondir un peu ce que tu avais déjà de l'idée. Tu t'es dit, bon, ce que j'ai appris dans l'enfance, c'était faux. Ouais. J'étais dans un mythe. Parce que l'indépendance ne repose pas essentiellement sur la fête, mais c'est toute une histoire. C'est l'histoire des pays africains qu'il faut connaître, qu'il faut savoir pour pouvoir être comment on appelle, en relation avec l'expression même de l'indépendance. Ouais. Et donc, c'est dans l'âge de l'adolescence qu'on a aujourd'hui appris ce que c'est réellement l'indépendance et qu'est-ce que l'indépendance a apporté aux États africains. Mais dans l'âge de l'enfance, c'était la fête. Il fallait juste aller assister au défilé, il fallait voir les troupes militaires prester et puis ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas une histoire, il n'y avait pas une vie vraiment indépendante qu'on ressentait dans l'enfance. Ouais. Donc on se disait qu'on est toujours à l'époque du colon parce qu'on était dans un mythe. Ce qu'on voyait, on se disait que c'était vrai. Mais après, aujourd'hui, on a constaté que donc, ce qu'on voyait n'était réellement pas vrai parce que ce n'est pas ce qui est en réalité. Après, on est sorti maintenant du mythe, on a constaté la réalité que donc, bon, voilà. Donc, D'où Edwin parlait de indépendance fictive. Voilà, fictive. Donc voilà, on peut comprendre ça évidemment dans ce sens-là. Ce qui fait qu'en fait, Edwin, si je comprends bien, le combat aujourd'hui de la jeunesse, c'est un grand combat. Je veux dire, le défi il est énorme en ce qui concerne évidemment l'apport considérable de cette jeunesse-là pour tendre vers cette notion de totale indépendance. Bien sûr, le défi est très énorme parce que, comme je l'ai dit, si on se projette dans l'avenir, c'est plus avec les anciens, c'est avec cette jeunesse-là. Ouais. Et c'est donc cette jeunesse qui doit prendre conscience des enjeux qui tournent autour de l'indépendance. Donc, ne plus se dire que c'est être là à assister au défilé. Mais est-ce qu'il y a cette volonté aussi? Parce qu'on est au 21e siècle, on est de la génération 2.0, génération tête baissée, on a toutes les infos qu'il faut aujourd'hui sur les plateformes, mais on ne sent pas cette volonté de la part de cette jeunesse-là d'aller vers la connaissance, vers l'histoire. Oui, mais tu sais, Régis, la volonté, elle peut être naturelle. D'accord. Ça veut dire lorsqu'on se sent concerné par une chose, on a de la volonté. Mais on peut aussi être emmené à la voir. Et donc, c'est ça le véritable combat de la jeunesse africaine aujourd'hui. C'est pouvoir dire aux frères et sœurs, pour ceux qui ont eu la chance d'atteindre un certain niveau d'études, par exemple, qui comprennent mieux ces choses-là, commencer à enseigner depuis la base. Ouais, parce qu'il n'y a pas on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas cette culture de legs. C'est-à-dire que voilà, Edwin a de l'info, il y a son petit frère qui est derrière, je dois donner cette information à mon petit frère et pour que l'héritage, évidemment, c'est ce que nous devons faire désormais. C'est-à-dire ne plus se limiter à la fête, mais dire aux plus jeunes désormais que, vous savez, si on célèbre ce jour aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un passé. Ouais. Et ce passé-là, c'est celui-là, mais désormais, on tend vers un autre passé qui va... notre futur, voilà, qui va rassurer notre présent. Oui, tu voulais rebondir sur un point? Oui, je voulais rebondir. Déjà, je veux ajouter à ce qu'il a dit, c'est que c'est très important ce qu'il dit parce que notre jeunesse aujourd'hui, moi je pense naturellement que la jeunesse est en train véritablement de ressortir, essayer de prendre véritablement le contrôle de nos États africains. Pourquoi? Parce qu'on peut constater dans nos États africains qu'on retrouve de plus en plus les jeunes dans des postes assez stratégiques, la jeunesse qui revendique sa place dans la société, chose qu'on n'avait pas avant. Il faut remarquer que quand on parle d'indépendance, à l'intérieur même de nos États, il y avait une certaine dépendance. Nos grands frères mettaient des stratégies en place pour maintenir la jeunesse dans une certaine dépendance des grands. Aujourd'hui, on voit que la jeunesse revendique véritablement aussi une place dans la société. Ça prouve qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent beaucoup plus à nos États africains et c'est une bonne poussée vers des pays africains demain véritablement indépendants par cette jeunesse qui arrive. Rodolphe, est-ce que tu es dans cette dynamique du leg, c'est-à-dire aujourd'hui, tu l'as dit, tu es sorti un peu
de cette zone sombre où tu n'avais pas beaucoup d'infos en ce qui concerne évidemment cette date symbolique pour ton pays. Maintenant que tu as grandi et que tu as beaucoup d'informations, est-ce que tu es dans l'optique de te dire maintenant que je suis dépositaire de certaines informations, je suis entre guillemets un petit peu dans l'obligation de léguer ça à mon petit frère ou à ma petite sœur? Oui, effectivement, je suis dans une dynamique de legs parce que nous refusons ceux qui font la concentration de la connaissance. Il ne faut pas concentrer la connaissance parce que... On parle des adeptes de la pensée unique. Voilà, tout à fait. Parce que le savoir sans la transmission n'est que ruine. Hein. Je suis d'accord. Donc, quand on sait, il faut savoir aussi transmettre. Et c'est là le véritable problème même de nos aînés parce qu'aujourd'hui, il faudrait de constater que dans la majorité des ex-colonies africaines, aujourd'hui, ce sont des aînés qui ont été dans l'époque coloniale, qui sont aujourd'hui encore dans l'époque post-coloniale. Donc, ils ne font pas ce qu'on appelle une transmission. Ils ne font pas l'alternance. Qu'aujourd'hui, nous, on était dans l'époque coloniale et on constate aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire entrer ces États-là dans une réelle indépendance, une indépendance pratique. Aujourd'hui, là, donnons la possibilité à ces jeunes-là qui peuvent aujourd'hui déjà mettre en évidence l'expression, même l'acquisition qu'on a eue de devenir indépendant. Aujourd'hui, si nous, on n'exerce pas en réalité cette indépendance qu'on a acquis, c'est peut-être parce qu'on a des accords ou bien peut-être parce qu'on traîne des casseroles derrière. Ouais. Mais on peut aujourd'hui donner la possibilité à ces jeunes-là qui n'étaient pas à l'époque coloniale, aujourd'hui qui se retrouvent dans l'époque post-coloniale pour pouvoir mettre en évidence l'acquisition qu'on a eue de l'époque coloniale. Et en parlant justement de cette époque, les amis, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons parler cette fois-ci de la philosophie africaine. Oui, les amis, nous allons voyager à travers nos pensées. On marque une courte pause et à tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à la philosophie africaine. Nous allons un petit peu revenir sur certaines notions, mais surtout sur cette méconnaissance de cette discipline par la jeunesse africaine de façon générale. Edwin, on parle de philosophie, on parle de philosophe. On va peut-être revenir un peu quand on parle de philosophie africaine. Qu'est-ce que cela te renvoie? Ça te renvoie à quoi pour toi? Alors, il faut d'abord partir de l'étymologie même du mot philosophie. Philosophie veut tout simplement dire penser. La pensée qu'a un être humain de lui et des choses qui l'entourent. Donc, si on parle de cette définition-là, philosophie africaine renvoie tout simplement à la manière de penser africaine. Et donc, si on parle de manière de penser africaine, c'est peut-être en comparaison à une manière de penser occidentale. D'accord. Pourquoi? Parce que très souvent, on a malheureusement été dans nos établissements scolaires, on nous a enseigné Descartes, Pascal, Socrate, qui en a rien. Parce qu'ils ont permis aussi à ce qu'on puisse être épanoui sur le plan intellectuel. Mais bien souvent, on a oublié de nous citer des philosophes africains. Parce que oui, il y a eu des philosophes africains, il y a des philosophes africains. Il y a des gens qui ont mené des réflexions sur des sujets bien connus. Malheureusement, qui n'ont pas été vulgarisés. On parle de philosophie, Rodolphe, africaine, mais on se rend compte que cette philosophie, elle est très peu connue, voire totalement inconnue de la jeunesse africaine de manière générale. Pourquoi, selon toi? Moi, je dirais même que la philosophie africaine n'existe pas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la majorité, sinon des philosophes africains qui sont connus, ne mettent qu'en évidence la pensée occidentale. Alors, lorsqu'on parle de philosophie africaine, c'est, n'est-ce pas, mettre en évidence la pensée africaine, mettre en évidence les cultures africaines, mettre en évidence l'idéologie même africaine. Donc, en clair, on constate aujourd'hui que on parle moins de la philosophie africaine parce qu'on remet en cause son existence. Alors que la philosophie africaine, en réalité, elle existe. Parce que, comme le frère l'a si bien dit tout à l'heure, c'est tout simplement la pensée africaine. Donc, le fait d'un Africain de penser différemment d'un Occidental fait en sorte qu'aujourd'hui, il met en évidence la philosophie africaine.
Et donc, c'est en clair ce qu'on peut dire au niveau de la philosophie africaine. C'est vrai que cette notion, elle est un peu débattue aujourd'hui, Yvan, parce qu'il y a beaucoup de contradictions un petit peu là-dessus. Alors, il y a Edwin l'a souligné, il y a des philosophes aujourd'hui congolais, camerounais, ils sont encore là, ils existent, ces philosophes-là. Alors, cette philosophie, cette manière de penser propre au continent africain, malheureusement, elle est un peu combattue, Rodolphe l'a souligné également, parce qu'en fait, on nous dit tout simplement que cette philosophie n'a pas existé, ou si elle existe, il n'y a pas une traçabilité qui montre évidemment que cette façon de penser sur le continent a bel et bien existé. Est-ce que ça aussi, cette forme de contradiction de nos penseurs africains, est-ce que ça aussi, ça participe grandement au fait que cette pensée à l'africaine soit méconnue du jeune public? Bon, déjà, il y a un problème dans ce que j'entends. Parce que je me dis, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on a certains penseurs, sinon philosophes, qui pensent comme certains occidentaux, qu'on va dire qu'on n'a pas de philosophes ou on n'a pas eu de philosophes en Afrique? Moi je dis non, parce que déjà l'Afrique est un continent, bien avant que l'Europe n'arrive en Afrique, l'Afrique a vécu et il y avait des penseurs. Donc ces penseurs-là sont considérés normalement comme des philosophes. Il faut revenir d'abord en Occident, avant qu'on ne trouve ces philosophes qui ont écrit, dont on nous enseigne aujourd'hui. Il y a eu des philosophes qui ont pensé, qui n'ont rien écrit. Et il faut dire qu'il y a des gens qui sont allés vers eux, certainement, qui ont pris leurs pensées, qui les ont écrits après eux. Ouais. Donc en Afrique, peut-être, on n'a pas eu cette grâce d'avoir une traçabilité, et même là encore j'en doute, parce que je me dis, le terme de philosophie, sinon cette science, vient de l'Occident. Ce sont eux qui ont, je ne veux pas dire qu'elle est née d'eux, mais ce sont eux quand même qui ont déporté cette science ici vers l'Afrique. Mais est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que le fait de déporter ça, est-ce que nous-mêmes, les gens, peut-être qu'on ne l'appelait pas peut-être philosophie, mais on avait peut-être notre manière à nous de penser, et l'on ne voulait t'interrompre, le temps de faire réagir Edwin là-dessus. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de pensée africaine, on va peut-être laisser le terme philosophie, on va parler de pensée, quand on parle de critique de pensée africaine, ça existait déjà quelque part, je vais dire, quand on parle des griots qui contaient des histoires, ou bien qui venaient annoncer des nouvelles, qui venaient aussi, on va dire, jouer au rôle de médiateur sous l'Abrapalab, qui essayait d'apporter beaucoup de choses. Cette pensée-là, cette sagesse-là, parce que c'est ça aussi la philosophie, c'est de la sagesse, cette sagesse-là, effectivement, elle était déjà là. Donc on peut dire que l'Afrique avait déjà commencé à philosopher avant évidemment que cette notion ne soit emmenée sur le continent. Bien sûr que l'Afrique avait déjà commencé à philosopher. Il y a un adage très connu des Africains, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ouais. Pourquoi? Parce que ces vieillards-là étaient les détenteurs là même de cette philosophie. C'est des gens qui ont, j'ai envie de dire, passé ou consacré toute leur vie à se poser des questions et à répondre aux questionnements les plus jeunes. Ouais. Donc ils avaient un certain savoir. Et s'ils avaient un certain savoir, c'était pour le mettre, j'ai envie de dire, à disposition de la communauté. Donc ce savoir-là, c'était une pensée purement et typiquement africaine. Donc lorsqu'on dit que la philosophie, ou du moins les Africains n'ont jamais philosophé entre griffes, moi ça me choque un peu. Si on repart à une civilisation aussi très connue du monde, qui est la civilisation égyptienne, on voit encore que là, c'est des gens qui se sont penchés sur beaucoup de questions existentielles, qui ont répondu à ces questions-là. Il n'y a qu'à voir les pyramides, les hiéroglyphes. En réalité, il ne faut pas juste voir ça comme des simples dessins, ou des simples monuments. Mais c'est toute une histoire, c'est toute une philosophie. C'est la philosophie africaine. Exactement. Et ça c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui un petit peu, Rodolphe, l'enseignement. Tout simplement, on l'a souligné en première partie, apparemment il va falloir qu'on essaie de revoir un peu le système éducatif aujourd'hui sur le continent, de pouvoir parler justement de cette histoire-là, de parler de cette pensée, de cette philosophie à l'africaine, j'ai envie de dire. Oui, et effectivement, on doit revoir le système éducatif africain, parce que
le système éducatif africain, il est purement, sinon essentiellement occidental. Parce qu'aujourd'hui, on perd les valeurs africaines qui sont les nôtres, qui ne sont pas dispensées dans différents établissements. Et c'est pour apporter un peu la nuance par rapport à cette pensée philosophique que le frère a sorti tout à l'heure, que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et pourquoi lorsqu'un vieillard devrait mourir, toute une bibliothèque devait brûler? Alors que lorsqu'un vieillard meurt, en réalité, il devrait avoir la naissance de d'autres bibliothèques, parce qu'on se dit que le vieillard qui meurt, il a transmis une connaissance, il a transmis une philosophie, il a légué une philosophie à la jeunesse africaine. Mais pourquoi il meurt et il part aussitôt avec? Donc le véritable problème, il est là, il n'y a pas la transmission, tandis qu'en Occident, voilà pourquoi aujourd'hui, on constate, on réalise toujours l'existence de la philosophie occidentale. Parce qu'eux, ils ne pensent pas pour eux, et ils pensent pour les générations à venir. Ils philosophent pour les générations à venir. Tandis que nous... La problématique, en ce qui concerne évidemment notre magnifique continent, c'est la problématique du legs, c'est-à-dire l'héritage. Il n'y a pas évidemment cette transmission de la connaissance. Ouais. Effectivement. Parce que lorsqu'on parle des philosophes africains, les philosophes africains contemporains ne sont pas très connus. Or, aujourd'hui, il y a des philosophes occidentaux qui sont connus, qui sont les philosophes contemporains qu'on connaît. Alors que si on parle de l'existence même d'une philosophie africaine, on devrait être en mesure de savoir d'où elle naît, comment elle a progressé, comment elle a évolué. Il devait avoir en réalité une traçabilité pour qu'on réalise effectivement qu'il existe une philosophie africaine. Et c'est là un peu toute la problématique de cette notion de philosophie africaine. Elle existe et d'aucuns disent bah non, elle n'existe pas. Je pense qu'au début de ton argumentaire, tu allais un peu dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, ils sont là, hein, ces philosophes africains. Ils sont là, ils ont fait des études, des recherches très poussées sur cette philosophie africaine. Malheureusement, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rendu, j'ai envie de dire, de ce travail de recherche. Et là, ça complique un peu les choses en ce qui concerne évidemment le legs, quand on parle d'héritage, de pouvoir effectivement transmettre cette connaissance africaine à la future génération. Yvan, c'est vrai que la manière de penser sur le continent, elle est très diverse, elle est assez éclectique, j'ai envie de dire, parce que après on peut se retrouver sur les mêmes pensées entre nous sur le continent. Mais je veux dire, c'est vrai que la notion en elle-même, elle est méconnue et au vu de ce que Rodolphe vient de dire, la mission s'annonce difficile, en tout cas en ce qui concerne évidemment le fait de devoir ressortir un petit peu cette notion de philosophie africaine avec toutes les informations, avec toute la lourdeur, j'ai envie de dire, de cette notion-là. Bon, la tâche est très lourde parce que c'est tout un système qu'il faut revoir. Ouais. Je reviens un peu à ce qu'il a dit et c'est totalement vrai. Si on revient en Égypte, regardons les maths qu'on nous enseigne à l'école, à 80% ça sort d'Égypte. C'est toute une philosophie aussi parce qu'on va nous parler de certaines personnes. Ces personnes qui marquent en ce moment nos livres de maths, il n'y a pas un nom égyptien à l'intérieur pourtant. Ouais, quand on parle des mesures, Pythagore, Thalès, quand on parle de la règle aujourd'hui qui nous permet de mesurer en géométrie, ça sort d'un pharaon en Égypte qui n'est pas mentionné dans nos livres de maths. Donc il y a deux facteurs. Ce qu'il a dit est vrai. Il n'y a pas ce phénomène, cet aspect de legs, de connaissance, mais il y a aussi, entre guillemets, ces grands-là qui, ma foi, étouffent ou sinon cachent certaines réalités et certaines vérités de l'Afrique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les Africains ont laissées, mais qui certainement sont mises à l'écart au profit d'autres connaissances de certains grands frères aujourd'hui. Et pour ceux qui poussent un peu les recherches plus loin, il y a des Africains aujourd'hui qui ressortent certaines vérités inconnues de l'Afrique. Donc moi je pense que la philosophie africaine a existé, continue d'exister, mais certainement cachée. Donc il y a des personnes qui l'ont et qui ne veulent pas certainement que transmettre ou la mettre au vu de tout le monde. Donc ce qui fait que la beauté de la philosophie occidentale, c'est que ils ont cette possibilité de la faire déporter, de la faire voyager au-delà des frontières. Donc c'est un peu ça. La philosophie, c'est toute une culture. La culture occidentale, on la trouve partout. En Afrique, ici, elle existe, ce que les Africains ne font pas. Donc c'est un peu l'inexistence de cette philosophie, parce qu'elle n'est que dans nos villages. Si tu ne pars pas vers ton grand-père,
qui peut te donner des valeurs, qui peut te donner des pensées. En ville, tu ne trouveras pas ça. Donc, on vit l'Occident en Afrique. C'est un peu ça. Ouais. Et Edwin, c'est vrai, tu veux rebondir sur un point bien précis ou bien... Mais justement, ouais. j'ai suivi Rodolphe avec beaucoup d'attention. J'ai suivi Yvan. C'est vrai tout ce qu'ils disent, mais attention. Moi, j'aimerais rappeler quelque chose à mes frères. Nous sommes Africains. Il ne faut pas l'oublier. Et en tant qu'Africains, nous avons une manière de faire les choses qui est propre à nous. En réalité, ce thème-là nous renvoie un peu au premier thème. Ouais. Pourquoi? Parce que la réponse se trouve bien évidemment toujours dans cet état de dépendance. En réalité, c'est parce qu'on dépend encore de nos grands frères que malheureusement, on a comme délaissé tout ce qui est propre à nous. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'histoire, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais on sait tous comment nos grands frères sont arrivés et tout ce qu'ils nous ont apporté. Ce qui a fait qu'on délaisse un peu les choses propres à nous. La pensée africaine, la philosophie africaine a toujours existé. Lorsque Rodolphe parle de legs, mais le noir a toujours légué. Parce que dans nos villages, la connaissance n'était pas faite pour que le vieillard meure avec. Non. Il fallait la transmettre. Il fallait donner le flambeau à un plus jeune. Parce que c'est l'avenir du village qui en dépendait. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on s'est comme fait absorber par des réalités qui n'étaient pas les nôtres. Et du coup, comment faire? Très peu sont restés très attachés. On parle plus aujourd'hui d'une philosophie qui n'a rien à voir avec notre réalité. Et comment est-ce qu'on sort de là? Il faut revenir à la source. Même lorsque on parle de transmission, si on prend le modèle occidental, moi je m'en vais vous poser une question. Combien de jeunes Africains lisent? Parce que pour connaître ces auteurs africains-là aussi, il faut avoir une culture de la lecture. Oui, exactement. Ben, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cheikh Anta Diop a écrit, Souleymane Bachir Diane a écrit, pour ne citer que ceux-là, deux brillants philosophes sénégalais. Mais combien lisent? On peut rester toute une journée. Il y a des philosophes camerounais, tu l'as dit, il y a des Congolais, des Burkinabés, des Tchadiens et tout. Donc il faut d'abord revenir à l'essentiel, à ce qui est propre à nous, refaire des investigations profondes pour ensuite regarder vers le futur et pouvoir mieux l'aborder. C'est vrai que c'est assez pertinent ce que notre ami Edwin vient de dire, c'est bien de recontextualiser un petit peu les choses. Mais Rodolphe, quand on parle de pensée, il a souligné, tu l'as souligné, on l'a tous un petit peu souligné sur ce plateau, quand on parle de philosophie, c'est de la pensée. La pensée renvoie à la critique. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà le sempiternel problème qu'il a souligné, c'est-à-dire cette absence de lecture, beaucoup de jeunes, malheureusement, c'est un constat. Le débat, on l'a tout le temps sur les plateaux. Beaucoup de jeunes, malheureusement, ne lisent plus. Disons qu'ils lisent, mais ils lisent autre chose, qui ne sont pas assez portés vers la culture, vers la connaissance, mais beaucoup plus sur la distraction. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est prête à la critique? Parce que philosopher, c'est critiquer. On a un petit peu un problème avec ça aujourd'hui, c'est que la critique, par essence, sur le continent, elle est un petit peu négative. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain est prêt à voir notre ami Edwin philosopher, comme il vient de faire, parce que c'est une forme de philosophie aussi, sans pourtant se heurter à quelque chose? Est-ce qu'on est réellement prêt aussi à embrasser cette philosophie à l'africaine? Oui, c'est ça le véritable problème, parce que d'aucuns pensent que la critique en elle-même, au sens strict même du terme, est une mauvaise chose. Ouais. Alors que la critique n'est pas que mauvaise. La critique n'est pas que mauvaise, et c'est ce que les Occidentaux ont par ailleurs d'ailleurs compris. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs compris, et voilà pourquoi aujourd'hui, leur philosophie, elle est répandue dans le monde entier. Et en Afrique, le véritable problème est que lorsque tu critiques, on se dit que tu fais mal et on ne peut pas suivre ta voie. Et par contre, ce que tu dis, on ne peut pas mettre ça en évidence, on ne peut pas mettre ça au vu de tous. Et c'est comme je le disais tantôt, que c'est ça le véritable problème. C'est parce que nous, les Africains, nous ne sommes pas prêts à accepter la critique de X ou Y personne. Sinon, on sera tenté de dire que la personne a touché à notre intégrité, a touché là où il ne fallait pas. Alors que la critique
n'est pas une mauvaise chose en soi. La critique... mais qu'en est-il des auteurs? Parce que tout à l'heure, on parle des écrivains. Edwin l'a souligné, ça c'est un point très essentiel. C'est vrai que beaucoup de jeunes ne lisent plus ou bien lisent autre chose, mais il y a également la part de responsabilité des auteurs, des écrivains et des écrivaines. Très peu sont poussés vers ça. Aujourd'hui, on a des bouquins qui nous parlent un petit peu de Socrate, qui nous parlent de Platon et qui parlent d'autre chose. On a beaucoup d'ouvrages autour de ça, mais très peu autour de cette philosophie africaine qui a existé. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de demander à nos aînés d'aller vers ça, c'est-à-dire vers la transmission, mais beaucoup plus dans les ouvrages? Donc, pousser certains écrivains africains et africaines à écrire, tout simplement. Oui, mais on a beaucoup des écrivains et des écrivaines africaines. Oui. Mais il faut le dire, beaucoup écrivent, mais beaucoup ne philosophent pas. Ouais. Et ça, il faut le dire. Et nous, on a besoin de ça, on a besoin de philosopher. On a besoin de philosopher pour qu'on constate en réalité l'existence d'une philosophie africaine. On ne doit pas se contenter seulement à écrire, mais on doit aussi aller au-delà de l'écriture. Ouais. Parce que la philosophie va bien au-delà de ce qu'on pense. Ce qu'on conçoit, la philosophie va au-delà de ça. Et donc, fort est de constater aujourd'hui qu'on a une panoplie des écrivains africains, mais qui aujourd'hui ne mettent pas en évidence la philosophie africaine, qui aujourd'hui ne mettent pas en évidence les cultures, les valeurs africaines. Et ce qui nous tente aujourd'hui, ce qui tente de faire croire à la jeunesse qu'il n'existe pas une philosophie africaine. Ouais, parce qu'il y a très peu de... il n'y a pas de parchemin pour justement guider cette jeunesse vers cette culture, cette philosophie dite africaine. Je vais te laisser peut-être terminer avant de donner la parole à notre ami Yvan. Voilà, tout à fait. Donc, je disais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains africains, mais qui malheureusement ne philosophent pas. Parce que si on parle de philosophie africaine, on doit avoir une manière d'écrire qui est africaine, on doit avoir une manière de penser qui est également africaine. Ouais. Mais aujourd'hui, beaucoup tentent d'écrire, mais beaucoup n'essayent pas de mettre en évidence la culture, les valeurs, la philosophie même africaine. Et ce qui amène beaucoup de jeunes aujourd'hui à penser qu'il n'existe pas ou il n'y a jamais existé une philosophie africaine. Or, le frère l'a si bien souligné tout à l'heure que la philosophie africaine a toujours existé, elle existera toujours, mais elle n'est pas connue de tous. Donc, on ne va pas en vouloir aujourd'hui un jeune qui soutient le fait qu'il n'existe pas une philosophie africaine. Ou bien qu'il soit dans la capacité de donner un seul nom d'un philosophe africain. Ouais, ça existe. On a rencontré beaucoup de jeunes malheureusement dans cette situation. Alors il y a quelque chose, Yvan, je reviens à toi. Je vais laisser Edwin un petit peu nous apporter des éléments de réponse sur cette question. Alors il y a un pays, et moi c'est assez incroyable, à chaque fois que je prépare des thématiques Génération News, j'ai tendance à faire référence à ce pays-là, c'est le Rwanda. Le Rwanda a instauré à partir de 1990, donc dans cette génération-là, des séances de philosophie, dans le sens où c'est des jeunes qui viennent échanger sur les réalités. Parce qu'on l'a souligné, philosopher, c'est penser. Mais penser, c'est aussi appeler à la critique. Et la critique, on critique quoi? L'environnement, tout ce qui nous entoure et tout le reste. Et donc, c'était des moments d'échange avec des jeunes qui philosophaient, mais sur des situations qui leur concernent, qui les concernent, pardon. Et donc ça, c'était assez intéressant. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là, Edwin, je veux dire aujourd'hui, pour cette jeunesse qui, malheureusement, n'a aucune notion de cette philosophie africaine? Bien sûr. C'est là même un très bel exemple à suivre. Parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, la difficulté se trouve à quel niveau? C'est au niveau où nous sommes déjà comme... enfermés dans une certaine bulle. Ouais, dans une zone de confort. Dans une zone de confort où on pense, mais pas par rapport à nos réalités. Et c'est assez difficile, si c'est déjà en nous, d'extirper ça. Je veux revenir un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure par rapport aux écrivains et tout. En fait, la réalité, c'est que comme il l'a dit, il a répondu d'une manière en disant ceci. Ici, en Afrique, malheureusement, la critique est mal reçue. Ce n'est pas tant les écrivains qui manquent. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais il en existe. Je vous ai cité pour le cas du Sénégal 2, par exemple. Ouais. On peut encore en trouver au Cameroun et j'en passe. Ici, le problème, c'est qu'on est face à un système de pensée
qui revient d'ailleurs. Et du coup, lorsqu'on se met à le remettre en cause, il est mal perçu. Et nos grands frères, donc nos dirigeants, malheureusement, ne mettent pas les conditions en place pour permettre à ces Africains-là ou à ces penseurs africains-là de pouvoir s'épanouir et donc de nous épanouir ici. Donc, je dirais que oui, l'exemple du Rwanda est un exemple à suivre. Ouais, d'organiser il faut emboîter le pas. Ouais, d'organiser des... Et ça, on n'a pas forcément besoin d'attendre des autorités, Yvan. Je veux dire, entre nous, entre jeunes, à l'école, vous pouvez organiser des petites séances débat comme ça, philosophie, et revenir un peu sur les réalités de notre continent. C'est tout important aussi pour la jeunesse. Ouais. Il faut s'ouvrir, parce que déjà, la philosophie, c'est ça, s'ouvrir aux autres, discuter, avoir le courage de donner sa pensée. Ouais. C'est ça. Et je pense que c'est pas très suffisant. Je pense qu'il y a bien plus à faire. Et c'est quoi ce qu'ils ont dit qui me trouble un peu, c'est que il a parlé d'écrivain, mais sauf que être écrivain n'est pas synonyme à être philosophe. On a beaucoup d'écrivains africains, mais combien parmi eux sont philosophes? Ouais, comme on dit souvent, si tu es écrivain, un écrivain sans connaissance est une pensée vide. Ça c'est deux, on dit la jeunesse ne lit pas, ok, mais la jeunesse ne lit que ce qu'on l'a appris à lire aujourd'hui. Ouais, on nous a inculqué des valeurs. C'est normal qu'un Africain, tu mets un Africain devant deux livres, un livre d'un écrivain africain et un livre de Socrate, il va d'abord lire le livre de Socrate avant de venir vers un livre africain. Parce que déjà, naturellement à l'école, il a été habitué à lire. Quand il voit Socrate, il connaît. Mais s'il voit Sundiata, quelque chose, Keïta, ouais. Il va voir ça après. Parce qu'il a été habitué à lire tout ce qui arrive d'ailleurs. Et ça fait qu'on met plus d'importance sur ce qui vient d'ailleurs que ce que nous-mêmes on a. D'où la notion, d'où l'invite de Rodolphe de repenser un petit peu cette philosophie africaine. C'est une culture qu'on doit revoir. La culture de l'éducation qu'on doit revoir. On doit nous ramener véritablement dans nos valeurs. Il faut voir qu'aujourd'hui même la jeunesse africaine est quasiment déconnectée de leur propre culture africaine. Parce que si on doit parler de philosophie, il faut se connaître soi-même. C'est ça. Combien d'Africains arrivent à connaître même ses propres valeurs en tant qu'Africains? On les compte. Beaucoup ne connaissent plus leur village. Beaucoup ne connaissent même pas l'origine de leur nom. Donc comment tu vas philosopher si tu ne te connais pas? Et si vous voyez la plupart des philosophes occidentaux, c'est des philosophes qui ont pris le temps de connaître leur espace, qui ont pris le temps de connaître leur environnement. Mais aujourd'hui, l'Africain peut être en Afrique, il connaît mieux ailleurs que chez lui-même. Ouais. Donc c'est tout le problème de l'Afrique. Et le défi est visiblement très compliqué, j'ai envie de dire, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est au-delà de repenser un système éducatif, c'est complètement même revoir même une forme d'éducation à l'africaine, j'ai envie de dire. C'est vraiment revoir tout le système à l'africaine directement. Ouais, d'accord. Les amis, ça allait très vite, hein. Évidemment que la thématique est passionnante, on peut encore en débattre des heures et des heures, mais malheureusement le temps qui nous est accordé arrive à la fin. On remercie Rodolphe, première participation évidemment à l'émission Génération News. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Évidemment que tu reviens quand tu veux, parce que Génération News, c'est une famille média, c'est la grande famille, et c'est avec plaisir de te recevoir pour la deuxième participation. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Edwin, ça a été un plaisir à nouveau de te recevoir sur ce plateau, à part si, évidemment, tu as tout le temps des gens à saluer. On va te laisser... Juste saluer des gens qui nous regardent avec beaucoup d'intérêt, c'est les populations de Mangongo, quelque part au Gabon. D'accord. Rodolphe, tu veux saluer une personne, papa, maman Oui, je veux saluer toutes les personnes qui nous regardent dans le monde entier, et en particularité toute ma famille qui se retrouve au Gabon et ma grand-mère qui se retrouve du côté de la France. Bon, d'accord. On salue la grand-mère au passage, qui doit être très contente de voir son petit-fils, évidemment, apporter autant d'informations. Yvan, maître de cérémonie, évidemment. Toi, tu es tout le temps un peu sur les plateaux, j'ai envie de dire, un peu dans des endroits. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et c'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. On espère que vous avez pris plaisir à débattre avec nous. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.